Bien, maintenant que nous avons eu l'occasion d'entrer dans le vif du sujet, à la fois sur le fond et sur la forme, grâce aux éléments très poussés que nous a proposé Flo, eh bien, c'est au tour de Serge. Serge qui va nous parler d'un volet peut-être plus administrativiste du discours présidentiel. Merci Marc. Oui, je vais rebondir sur une phrase d'Emmanuel Macron. Il dit à un moment donné dans son discours: je demande à tous nos élus, comme la République le prévoit en cette matière, d'aider à ce que les règles soient les mêmes partout sur notre sol. Des couvre-feux ont été décidés là où c'était utile, mais il ne faut pas rajouter d'interdits dans la journée pour nos vies quotidiennes. Donc le président dit très clairement qu'il ne faut pas rajouter d'interdits. Or, on sait que à la fois les préfets et les maires ont ces temps-ci beaucoup ajouté d'interdits. À tel point que Patrice Spinozzi, qui a fait un recours dont je parlerai tout à l'heure, qui porte un recours au nom de la Ligue des droits de l'homme, a qualifié ces maires de shérifs locaux qui viendraient faire leur propre loi pour faire respecter le confinement général de la population. Alors effectivement, on a constaté une prolifération anarchique, voire fantaisiste des arrêtés municipaux et préfectoraux depuis la proclamation de l'état d'urgence sanitaire par la loi du 23 mars. Alors, je rappelle juste le cadre, puisqu'on parle notamment d'addition en droit. Tout le monde connaît les jurisprudences Néris-les-Bains ou Lutetia, par exemple. Donc, ici, on a une police spéciale qui est définie par la loi sur l'état d'urgence, qui appartient normalement au Premier ministre, qui adopte des mesures générales relatives à l'état d'urgence. Et le confinement général a été adopté par un décret, c'est une mesure générale. Et les préfets peuvent compléter les mesures du Premier ministre. Et donc, les maires, en fait, ne peuvent pas normalement intervenir, sauf circonstances locales particulières ou péril imminent. C'est une jurisprudence extrêmement classique. Et on sait aussi que le juge administratif contrôle ces arrêtés, souvent en référé-liberté, et il réalise ce qu'on appelle un triple test de nécessité, proportionnalité, adaptation aux circonstances, qui a d'ailleurs été exigé dans le cadre d'un état d'urgence par le Conseil constitutionnel fin 2015. Donc tout ça est assez important pour comprendre qu'en gros, les maires ont très peu de possibilités d'intervenir dans le cadre d'état d'urgence. Or, je vais rappeler la litanie des arrêtés, ils sont assez parlants. D'abord, il y a les arrêtés couvre-feu dont parle le président de la République. Alors, les préfets ont souvent pris des arrêtés couvre-feu dans les grandes métropoles et les préfets peuvent le faire si c'est justifié par des circonstances locales. Souvent, la circonstance, c'est le fait que les gens ne respectent pas le confinement général la nuit. Mais on a vu aussi pas mal de maires, notamment le maire de Lisieux, le maire de Saint-Ouen, prendre ces arrêtés couvre-feu qui ont été suspendus par des tribunaux administratifs. Malgré ces suspensions, on constate que beaucoup d'autres maires ont adopté ce type d'arrêté couvre-feu. Actuellement, le débat porte énormément sur l'obligation édictée par un certain nombre de maires, notamment le maire de Sceaux, sur une idée du maire de Nice, de se cacher la bouche et le visage par tout moyen, pas forcément par des masques. Et vous savez sûrement que l'arrêté du maire de Sceaux a été contesté devant le tribunal administratif de Cergy, par la Ligue des droits de l'homme à nouveau, et il a été suspendu puisqu'il n'y a pas de circonstances locales particulières qui justifient cette mesure. Ça n'a pas empêché plein d'autres maires, notamment à Royan, à Vic-en-Bigorre, à Val d'Isère, à Mont-de-Lieu, d'adopter ces arrêtés, parfois contre l'État, en disant même si le ministre de l'Intérieur nous l'interdit, on le fait tout de même. Localement, on souhaite imposer à nos populations de porter ces masques. On voit aussi fleurir beaucoup d'arrêtés anti-crachat, alors qui sont assez classiques dans le droit des collectivités locales. Mais ici, ça a été inventé par le maire de Marc-en-Barreuil le 2 avril. Ils sont beaucoup plus larges puisque c'est interdit de jet sur la voie publique, de crachats, de masques, mais aussi de gants, de mouchoirs. Donc, on n'a plus le droit de jeter des mouchoirs sur la voie publique. Arrêtés anti-crachats qui ont été pris à peu près dans beaucoup de villes, à Saint-Étienne, à Coulennes, à Rancy. Et j'ai repéré que le maire de Béziers l'avait décidé dès 2014, en fait, l'arrêté anti-crachat. On a aussi des arrêtés anti-bruit pour protéger les personnels soignants qui prennent le repos en journée, qui a été inventé par la maire de Morlaix et imité par le maire de Grenoble. Je suis un de ces citoyens. On est entre deux tours, je le rappelle. Et puis dans les arrêtés les plus absurdes dans ce concours Lépine, alors ils ont été très médiatisés, mais je les rappelle tout de même pour le plaisir. Le maire de Sanary-sur-Mer avait limité les promenades de ses citoyens à 200 mètres de leur domicile et ils ne pouvaient acheter qu'une baguette de pain, je ne sais pas très bien pourquoi. Puis il avait limité à 10 mètres les sorties de ses citoyens. Et donc des associations, donc d'une part la Ligue des droits de l'homme s'agissant des humains, mais aussi 30 millions d'amis, 30 millions d'amis s'agissant des canins, puisqu'ils ne pouvaient plus se promener, ont contesté l'arrêté, et finalement l'arrêté a été retiré par
ce maire de Sanary-sur-Mer sur déféré préfectoral et recours des associations. Le maire de Biarritz a aussi fait preuve d'inventivité puisque le 6 avril, il avait interdit à ses administrés de s'asseoir plus de 2 minutes sur un banc. La mesure, là aussi, a été retirée très rapidement suite aux réactions, ce qui fait que le maire de Béziers, qui ne manque jamais d'inventivité en matière de restriction des libertés, a décidé de démonter l'ensemble des bancs de sa commune, ce qui est beaucoup plus efficace pour empêcher ses administrés de s'asseoir. Et puis peut-être le mieux qu'on ait vu, c'est le maire de Sète qui voulait éviter un afflux de touristes, une horde de touristes, à restaurer les fiefs locaux puisqu'il avait instauré un barrage routier à l'entrée de sa ville pour empêcher les touristes parisiens, j'imagine, ou montpelliérains, j'en sais pas, vous nous direz, Florian et Marc, d'arriver dans la ville, dans sa bonne ville, et c'est le préfet et le parquet, puisque c'est un délit, le parquet qui ont dû intervenir afin qu'il démonte son barrage et qu'il puisse permettre la liberté de circulation des Français sur le territoire français. Et je rappelle aussi que le maire de Montgeron, ou la maire de Montgeron, mais ça a déjà été mentionné tout à l'heure par le premier Jean-Baptiste, a incité ses concitoyens à dénoncer leurs voisins qui ne respectent pas le confinement général et donc qui sortent sans l'autorisation qu'on est tous censés avoir lorsqu'on sort. Alors là, c'est l'ensemble des maires, et j'en oublie sûrement, je ne peux pas tout regarder, mais je rappelle aussi que les préfets ont fait preuve d'inventivité. On a vraiment ici une aggravation des mesures par les préfets, alors parfois c'est justifié, et puis on va voir qu'un certain nombre de préfets sont sortis aussi des cadres de la loi en allant beaucoup trop loin en termes de restriction des libertés. Alors déjà, les préfets, au tout début de cette période de crise sanitaire, avaient pris des arrêtés interdisant les rassemblements. Alors, ils avaient diminué d'ailleurs le nombre de personnes au fur et à mesure. Ils ont dit, comme je l'ai déjà dit, ils ont pris des arrêtés couvre-feu. Ils ont souvent restreint les activités sportives, donc sur des plages horaires, ce qu'on appelle le jogging, sur des plages horaires. Donc, ça a été fait notamment par le préfet de police de Paris, imité par la plupart des préfets de la région parisienne. Mais le problème, c'est qu'à mon avis, c'est contre-productif puisque ça concentre les joggeurs et les sportifs sur très peu de périodes de la journée, alors même que les bois et les parcs sont fermés. Et donc, en fait, la chaussée est envahie, entre guillemets, par énormément de coureurs du dimanche. Mais il y a aussi des fermetures de commerces alimentaires ou des règles de distanciation sociale très strictes dans les commerces ou les marchés qui peuvent rester ouverts. Et puis, la quasi-totalité de l'espace public naturel français est fermée. Alors, j'ai fait l'inventaire, les préfets, la plupart des préfets, pas tous, le préfet de l'Ain n'a pas pris de mesures, mais les autres ont souvent pris des mesures. On fermait les plages, les littorales, les espaces côtiers, les dunes, les sentiers, les cours d'eau, les plans d'eau, les sentiers, les chemins de randonnée, les bois, les massifs forestiers, les zones de montagne, les pitons, les bordures de rivières, les gravières, les lacs, les fleuves et les chemins de halage. Donc, ça fait beaucoup de choses, vous imaginez. Toutes les forêts, toutes les zones de montagne sont fermées. En Isère, par exemple, ça fait une large partie du territoire isérois. Mais ont été fermés aussi les parcs, les jardins, les installations sportives de plein air, les terrains et aires de jeu. Ont été interdits aussi la pêche de loisirs, la chasse, la destruction des nuisibles, et on voit aussi beaucoup de mesures qui interdisent des locations saisonnières ou touristiques, par exemple, dans ces périodes-là, ou qui interdit la baignade, tout simplement, ou les piscines, y compris les piscines privées, sauf unifamiliales. Donc, vous voyez, ici, les mesures sont assez importantes. Mais on a des mesures qui ont été beaucoup plus loin de la part des préfets, et c'est ces mesures-là qui, à mon avis, posent des problèmes de légalité. Le préfet de l'Aisne, pendant une journée, le 23 avril, avait interdit la vente d'alcool à emporter. Alors, il a dû retirer très vite son arrêté. C'était pour lutter contre les violences intrafamiliales. Le préfet de Seine-et-Marne a fait preuve d'imagination, puisque les agents de l'ONF étaient occupés à autre chose. Il a réquisitionné les chasseurs et les gardes-chasse afin de prévenir l'accès aux forêts, puisqu'il a interdit l'accès aux forêts, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a beaucoup de forêts en Seine-et-Marne, et de signaler là aussi aux forces de l'ordre les contraventions. Et effectivement, pendant un week-end, les chasseurs et les gardes-chasse ont effectué cette mission. Donc le préfet lui-même a reconnu qu'il y avait des bases juridiques assez fragiles à cette interdiction. Il a retiré cet arrêté qui aurait été aussi annulé par le tribunal administratif. Le préfet de l'Isère, lui, a été aussi assez loin depuis le 20 mars, puisqu'il a interdit lui aussi un certain nombre de parcs, jardins, mais aussi tous les rassemblements et les pratiques d'activités de plein air et sports de montagne, y compris la randonnée. Donc actuellement, on ne peut plus faire aucun sport en montagne ni randonnée, même lorsqu'on y habite.
J'ai déjà parlé des arrêtés limitant les activités physiques individuelles en Île-de-France, mais ça a été limité par le préfet de l'Hérault qui, s'agissant des rives du Lèze, ont été interdites aux coureurs de 11h à 18h, où la préfète du Bas-Rhin a interdit les déplacements, tous les déplacements, promenades familiales ou achats de première nécessité. Ils sont limités à un seul adulte par famille. Donc, on peut avoir les enfants, mais les deux parents ne peuvent pas sortir en même temps que les enfants ou les personnes vulnérables. Enfin, à Saint-Étienne, le maire de Saint-Étienne, alors qu'il n'a pas ce pouvoir, il a aussi interdit les activités physiques individuelles entre 9h et 21h. Donc, on voit que tout ça fait qu'il y a une multiplicité d'arrêtés, et sûrement, je ne les ai pas tous trouvés, là, c'est les arrêtés dont on a le plus parlé, ce qui forcément emmène énormément de contentieux. On est en train de battre un record de recours. Le juge judiciaire, sauf le juge pénal, actuellement, fonctionne plutôt au ralenti. Bon, on a vu tout de même que la Cour de cassation a été saisie de questions prioritaires de constitutionnalité. En revanche, le juge administratif est sursollicité. Les tribunaux administratifs, essentiellement en référé liberté, ont déjà été saisis de 118 recours au 14 avril relatifs à l'état d'urgence sanitaire. Et mieux, le Conseil d'État a été saisi de 105 recours, recours de tout type, aussi bien les référés ou les recours au fond, ce qui est un record absolu. On n'a jamais eu autant de saisines directes dans aucune période, même durant l'état d'urgence de 2015. Il a déjà rendu une quarantaine de décisions. Dans la quarantaine de décisions, il y a quasiment que des rejets, pardon. Je crois qu'il y a une seule décision favorable au requérant, partiellement favorable au requérant. Tout le reste, c'est des rejets, avec une dizaine avec des audiences, et la plupart des décisions sont rejetées sans audience ou carrément tristes, c'est-à-dire sans contradictoire avec les parties. Donc on voit très bien ici l'inflation qu'on a en termes de recours, mais aussi l'inflation d'activité du juge administratif et le fait qu'actuellement, il n'y ait plus vraiment de juge protecteur des libertés. On a un juge qui protège l'action de l'administration essentiellement, on pourra en rediscuter sûrement. Et donc, dans cette période, c'est assez classique dans les périodes de crise au Conseil d'État, mais malheureusement, ici, on peut estimer que le Conseil d'État ne remplit pas totalement son rôle de protecteur des libertés fondamentales. J'en suis donc à ma 76 minutes, paraît-il. Non, quand même. Il y en a qui exagèrent en coulisses parce que leur tour est déjà passé et puis finalement, ils se rendent compte qu'ils auraient pu écraser le compteur comme les plus fervents enseignants de la strate la plus élevée de la hiérarchie des normes savent le faire. J'ai pas entendu la cloche. Non, mais en fait, j'ai fait un son léger, un petit tintement, tu vois, pour montrer que tu étais quand même dans les clous. Ok, super, merci.